Bonjour à tous, de retour au Salon de l'Immobilier. C'est déjà le troisième débat de cette journée. Et pour ce troisième débat, nous accueillons Claudie Frémont du Crédit Agricole. Bonjour ou rebonjour, puisqu'on s'est vu ce matin. Ouais, rebonjour en tout cas. Bonjour monsieur. Le thème de ce débat, c'est les bons plans financiers pour bien préparer son projet d'accession à la propriété. Mais avant cela, si vous voulez bien, Claudie Frémont, faisons un petit point sur l'année écoulée et celle qui vient de commencer dans votre domaine, dans la banque. Est-ce que c'était une année qui a été très particulière ? Alors l'année écoulée, l'année 2022 globalement a été excellente pour l'ensemble des banques, l'ensemble des banques de la place. Alors nous, si on parle uniquement, on va dire, du Crédit Agricole, on a financé sur les deux départements, le 16 et le 24, 6500 projets habitat, ce qui représente à peu près 1 milliard d'euros sur les deux départements. On finance un acquéreur sur deux sur les deux départements. Voilà. Avec des prêts moyens de l'ordre de, on va dire, de 159 000 euros. Ce que vous nous dites là est un peu paradoxal, puisqu'on sait que l'accès au crédit a été quand même extrêmement compliqué pour les particuliers. Oui, c'est vrai que l'accès c'est complexifié. Enfin, il y a eu un resserrement depuis 2019 parce qu'on a des normes à respecter par rapport au taux d'effort. On ne doit pas dépasser un taux d'effort de 35%. Alors je vais encore vous redemander quelques explications, le taux d'effort. Il faut que vous nous expliquiez à chaque fois quelques définitions qui sont un peu complexes pour le grand public. Okay. Et pour moi aussi d'ailleurs. Ok. Merci Stéphane. Donc le taux d'effort, en fait, c'est simple. Le taux d'effort, c'est la mensualité du prêt plus l'assurance d'essai du prêt sur les revenus mensuels de l'emprunteur ou des emprunteurs. Et ce taux d'effort ne doit pas dépasser 35%. Avant, on vous parlait, il y a quelques années, de 33% de taux d'endettement. Le taux d'endettement ne mettait en exergue que la mensualité du prêt hors assurance d'essai sur les revenus. Voilà. Et globalement, ce taux d'effort ne doit pas dépasser les 35% et l'encours global du projet ne doit pas dépasser 84 fois le montant mensuel du revenu. Alors donc, l'accès au crédit, on l'a dit, était plutôt compliqué pour les gens, mais pas au Crédit Agricole, visiblement. Nous, je pense que globalement, sur l'ensemble des banques, là, sur 2022, ça reste un excellent cru. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a prêté en respectant les normes, 35%. Après, on pouvait dépasser ces normes, parce qu'on a quand même des volants d'accès pour dépasser plus de 35%. Mais en fait, aujourd'hui, on a fait des refus, mais globalement, pas plus de refus que les autres années. Donc non, on a répondu au marché en tout cas. Alors, il est vrai que c'est sur la fin du dernier trimestre 2022, il y a eu un ralentissement de la demande. Alors, c'est pas de la demande, en fait, il y a eu moins de stock de biens dans les agences immobilières. En fait, et depuis le 1er janvier 2023, il y a l'effet Ukraine n'a pas forcément amélioré les choses, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a les 35%, on a un taux d'usure. Le taux d'usure, en fait, c'est le taux maximum sur lequel une banque peut prêter. Et ce taux d'usure était revu globalement tous les trimestres. Et ce qui a changé, c'est que désormais... il est revu tous les mois. Tous les mois. Voilà. Alors, il faut que vous nous rappeliez aussi ce taux d'usure. C'est donné un peu technique, mais je pense que ça parle quand même à tout le monde. Qu'est-ce qui a changé là, et très concrètement, en ce début d'année ? En fait, le taux d'usure était revu tous les trimestres. Maintenant, il est revu tous les mois par rapport au trimestre précédent. Donc, on arrive au lieu d'attendre un trimestre pour augmenter ce taux d'usure, eh bien, tous les mois, ce taux d'usure augmente au fil de l'eau. En fait, ce taux d'usure permet de protéger les emprunteurs par rapport au surendettement. Donc aujourd'hui, un taux d'usure, on va dire sur les durées, les durées usuelles aujourd'hui, c'est au-delà de 20 ans, donc c'est un taux d'usure qui est passé à 4%. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas prêter à un client à un taux d'usure de 4,10%, si vous voulez. Le maximum, c'est 4%. À la fin du mois de mars, ce taux d'usure va être encore modifié. On va l'augmenter. De combien, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est par rapport aux prêts
accordé au trimestre précédent, toujours. Et ça va en période en décalant. Et est-ce que vous avez le sentiment que la mensualisation du taux d'usure donne une bouffée d'oxygène? Oui, ça donne une bouffée d'oxygène, parce qu'avant, il fallait attendre la fin du premier trimestre pour avoir une augmentation. Oui, ça donne une bouffée d'oxygène. Après, ça va pas régler le problème des biens sur le marché. Il n'y en a pas assez. La suite de ça, c'est aussi l'augmentation des taux de crédit, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que vous avez raison. Alors c'est vrai que alors pourquoi les taux de crédit ont augmenté? Parce qu'en fait, les taux de crédit, vous savez qu'on est en période d'inflation. Il y a une augmentation des matières premières, donc ça fait une augmentation sur le marché financier. Il y a un effet de cliquet, et cet effet de cliquet fait que le taux de crédit l'an passé était, on va dire, sur ces durées, était de l'ordre de 1,80 sur 20 ans. Il est passé, aujourd'hui, on est plus proche des 3,20, 3,40 que des... Donc on a pratiquement pas doublé, mais presque. Et ça peut évoluer comment? Alors vous n'avez peut-être pas une boule de cristal, mais votre sentiment sur la manière dont ça va se passer cette année? En fait, je pense qu'on va arriver certainement sur un... Enfin, moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, je suis un banquier du territoire. Hein, mais je pense grosse banque quand même, c'est pas une petite banque. Ah oui, c'est vrai. Merci Stéphane. Non, en fait, je pense qu'on va arriver vers juin, juillet sur des taux sur 20 ans qui seront de l'ordre de... Alors, je ne parle pas de taux d'usure, mais je parle de taux de crédit, hors assurance, des taux de l'ordre qui vont osciller entre 3,6 et 4%. Donc votre conseil, c'est il faut investir ou il ne faut pas investir là, en l'état actuel des choses? Vous n'allez pas dire qu'il ne faut pas le faire, j'imagine. Non. Aujourd'hui, il faut investir, mais pour investir, avant, il faut juste se préparer quand même. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement, et puis il faut se préparer, chercher acquérir le bon bien. Se faire aussi conseiller par, si vous allez dans une agence immobilière, bien regarder le diagnostic, le DPE. Donc le diagnostic. On en a parlé ce matin, c'est performance absolument énergétique. essentiel. Ça, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il s'avère qu'on a peu de biens sur le marché. Par contre, on va avoir une recrudescence de biens avec des DPE dégradés, énergivores, si vous voulez. Aujourd'hui, un DPE, on va dire un bon DPE, c'est entre A à D. Au-delà, on va dire de F à G, ça reste des DPE dégradés, donc ce qui nécessite une surconsommation d'électricité, chauffage, une déperdition d'énergie. Et ça joue sur le pouvoir d'achat. Donc la volonté aujourd'hui, c'est de dire, on veut bien financer ce type de bien, sous réserve de faire les travaux nécessaires, de manière à conserver un maximum de pouvoir d'achat à nos clients. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un projet bien préparé, c'est un projet bien réalisé? Oui, bien plus que jamais. Oui, tout à fait, Stéphane, oui. Parce qu'en fait, le projet bien préparé, c'est de dire à un moment donné, aujourd'hui, je rentre dans la vie active, je reste chez mes parents en attendant de mettre de l'argent de côté, et dire à un moment donné, tiens, je mets 500, peut-être, c'est juste un exemple, hein. Je mets 500 euros. Prenons des exemples, oui. On va mettre je gagne, on va dire, je gagne les salaires médians, on va dire, sur la région d'une personne seule, on est à peu près à 1700 euros. 1700 euros, donc je m'engage tous les mois à mettre au moins entre 500 et 600 euros de côté en épargne. On va dire, oui, mais ok, mais moi j'ai envie de le dépenser. Ouais, demain, si vous avez envie de devenir propriétaire, et si vous êtes logé à titre gratuit sur vos parents, il y a un saut de charge qui est important. Et ce saut de charge, si vous n'êtes pas en capacité de payer, à un moment donné, si vous avez un projet habitat qui est à 700 euros et vous n'avez jamais mis rien de côté, ça va être compliqué d'expliquer au banquier que d'un coup, je suis éligible à pouvoir payer mes mensualités. Bon, c'est pareil, donc c'est avoir des comptes propres et tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, la première démarche à avoir, c'est aller voir votre agence immobilière si vous cherchez un bien. Deuxième démarche, c'est aller voir aussi votre conseiller bancaire en disant, moi j'ai un projet, j'aimerais quelque part que tu prépares mon projet de demain, que dois-je faire? Et là, votre conseiller va vous aider. Alors, il y a des plans d'épargne à mettre en place pour thésauriser, pour être après éligible à un prêt habitat. Ce qui change, il y a un paradigme qui change par rapport aux années précédentes, aux 4 années précédentes, c'est que les taux étaient super bas. Donc on a donné, comment je pourrais dire, on a donné plus de pouvoir d'achat. Aujourd'hui,
Alors, on va prendre un exemple qui est un peu plus flagrant. Un emprunteur, quelqu'un qui a acheté un bien sur Bordeaux l'an dernier, on va dire il avait un budget de 300 000 euros. Pour le même emprunteur aujourd'hui, eh ben, il est en capacité d'acheter un bien à hauteur de 250 000. Il y a 50 000 euros en moins. En termes de surface, c'est à peu près 20 mètres carrés en moins. Donc c'est-à-dire que les projets sont revus à la baisse aujourd'hui, voilà, en termes de mètres carrés. Oui, alors ça c'est par rapport aussi au taux d'effort. Donc aujourd'hui, c'est revoir aussi un peu à la baisse sa projection de devenir acquéreur. Je prends souvent l'exemple, c'est Pierre qui vient d'acheter une maison à 150 000 euros, avec, on va dire, un revenu, ils sont en couple, avec un revenu de 3 200 euros. Il y a Paul qui a exactement les mêmes revenus, qui va acheter la même maison, mais le taux d'effort, l'augmentation des taux sont passés par là, et lui, il ne peut pas acheter. Et pourtant, ils ont les mêmes budgets. C'est assez frustrant quand même. Alors comment pouvoir passer et de devenir acquéreur pour la même maison, c'est aussi peut-être à un moment donné un autre effort à faire, un effort d'épargne. Et puis aussi, alors l'épargne va permettre de faire un apport aussi à un moment donné. Et comme on a vu que notre client emprunteur, le futur client emprunteur, était en capacité de rembourser, de mettre de côté, il va aussi mettre de l'apport pour son projet. Ça va minimiser son endettement. C'est-à-dire que l'achat coup de cœur, comme on pouvait l'avoir tous, c'est terminé? Je ne peux pas dire que c'est terminé, mais en fait, on a des achats avec un peu plus de réflexion, on va dire. Donc vous incitez vos clients à ne pas arriver chez vous, j'allais dire, les mains dans les poches. C'est un projet qui se prépare, un projet ça se prépare sur le long terme. Ouais, un projet ça se prépare, ça se prépare. Et puis à un moment donné, vous savez, on a tous des parents ou des grands-parents. C'est peut-être certainement le moment à un moment donné de dire, tiens, papa, maman ou les grands-parents, aujourd'hui je veux devenir acquéreur. Est-ce qu'il y a moyen de faire une donation pour m'aider à devenir acquéreur? Il faut peut-être aussi passer ce cap, c'est important. Alors vous allez me dire, c'est important, oui, sachant qu'aujourd'hui, l'épargne rapporte plus qu'elle ne rapportait auparavant. Et à un moment donné, il faut peut-être déthésauriser pour aider ses enfants. On en a déjà parlé ensemble, ça veut dire que votre rôle de banquier, il est plus complexe qu'avant? Ou il a évolué? En fait, on a l'ensemble des banques ont beaucoup distribué ces dernières années. En fait, on avait il y a eu un envol des achats parce que les taux étaient super bas. En fait, globalement, les taux ils ont été multipliés par 3 en un an. C'est énorme. Hein. Donc en fait, on conseillait, mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans la technique pour aider le nouvel acquéreur. Hein. Votre rôle, c'est aussi de dire à l'acquéreur, voilà, il y a telles aides de l'État que vous pouvez solliciter. Vous pouvez peut-être d'ailleurs les rappeler un peu quelles sont les grandes aides qui sont Après, on a les aides via... voilà, déjà, en matière de prêt, on a le prêt à taux zéro. Donc c'est une aide d'État, un prêt à 0%. C'est par rapport au RFR de N-1 de l'année précédente. Après, on a les éco-PTZ si on a les travaux d'économie d'énergie, donc qui peuvent monter entre eux, c'est sous forme de bouquet, mais globalement, ça peut monter si on a une rénovation globale jusqu'à 50 000 euros. Ça, c'est tout ce qui est, on va dire, aide à prêt à zéro. Après, on peut aussi avoir tout ce qui est subvention. Alors, on a les subventions de l'ANA. L'ANA, vous nous rappelez en 2 mots? L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Oui, de l'habitat, ouais. En fait, aujourd'hui, ils vont... Alors déjà, si vous voulez avoir ces aides-là, vous ne pouvez pas commencer vos travaux tant que vous n'avez pas validé un dossier via l'ANA. Si vous commencez vos travaux avant de valider ces primes ANA, vous n'aurez jamais ces primes. Donc c'est important, c'est pour ça qu'un projet se prépare. Donc, alors là, globalement, ces aides, ça dépend aussi des départements. En moyenne, alors moi je vais peut-être faire appel à une amie là. Au niveau de l'ANA, on est à 27, on peut aller jusqu'à 27 000, c'est ça? Oui? Non, parce que là j'ai ma copine de l'ADIL que j'ai en face. Alexandra. Ouais. Donc il y a ça. Après, au niveau des banques, on a un prêt sociétal, nous Crédit Agricole, de 30 000. À un taux de 3,03 sur 180 mois.
donc qui peut être soit en prêt habitat, soit en prêt à la consommation sur une durée qui est plus petite. Et puis tout ce qui est éco-PTZ, c'est par rapport à des bouquets de travaux. Vous savez, vous voulez refaire l'assainissement, c'est 5 000 €, hein, tout sur découpe. Mais au maximum, on pourra prêter en éco-PTZ jusqu'à 50 000 €. Après, l'éco-PTZ, certes, c'est important parce que c'est à 0%. Par contre, ce sont des durées qui sont limitées à 15 ans, 180 mois. Et aujourd'hui, en moyenne, l'année 2022, on a augmenté quand même par rapport au taux d'effort. Au nombre de mois, en fait, le nombre de mois est passé globalement. On est plus passé à 22 ans. Et avant, on était plus proche des 18 ans. On est passé à 22 ans. Et ça s'allonge de plus en plus. Une dernière question, Claudie Frémont. On a parlé des banques, évidemment, avec vous. Les courtiers sont aussi aujourd'hui extrêmement sollicités. Il y a quoi? Il y a une rivalité entre le banquier et le courtier? Vous êtes complémentaires? Expliquez-nous un peu la différence. C'est complémentaire. Un courtier aujourd'hui, c'est un tiers de confiance. Après, il y a eu, vous savez, en 2011, il y a eu des crises. Hein. Il y a eu des crises, des surendettements. Donc, en fait, le courtier, il fait ce rôle d'intermédiaire. Donc, il va aussi... il va se rapprocher, les clients vont aller voir les courtiers pour avoir un avis, un tiers de confiance. Ils font partie du panorama. Hein. Mais donc, il n'y a pas de rivalité entre un courtier et un banquier. Hein. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça. Pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup Claudie Frémont d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce débat est à revoir sur charentelibre.fr et on se retrouve dans 1 heure avec un nouveau débat. À tout à l'heure. Merci Stéphane.